Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. On va voir ensemble aujourd'hui comment certains décident un beau jour de passer d'un secteur public où la vie est régentée, administrée, à cette aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce que ça veut dire de franchir ce Rubicon ? Bonjour Véronique. Bonjour Thomas. Bienvenue d'avoir accepté cette invitation. On va parler avec vous de votre aventure entrepreneuriale qui a pris la forme de l'ouverture d'une galerie, la galerie qui porte votre nom. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots un peu ce que vous faites en tant que galeriste ? Alors en tant que galeriste, je promeus des artistes du continent africain et aussi du Moyen-Orient. En fait, je m'intéresse beaucoup au Sud, mais avec un ancrage très africain. Donc je les accompagne, j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur art. Et j'accompagne aussi les collectionneurs de l'autre côté pour les conseiller, pour qu'ils puissent faire les bons choix et pour qu'ils puissent constituer une belle collection, que ce soit pour leur propre agrément ou pour un investissement. Alors on va revenir sur cette aventure, sur votre entreprise et aussi sur votre parcours, parce que je le disais en introduction, vous venez du monde public et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut changer de culture et se rapprocher d'un univers entrepreneurial. Mais on commence toujours cette émission par un petit arrêt sur l'actualité. L'actualité récente, en tout cas pour ceux qui habitent à Paris ou qui étaient de passage, c'était ces grandes foires d'art contemporain qui reprennent après une interruption. La FIAC notamment. Alors vous avez tout à fait raison. Ce qu'on constate, qui est très intéressant et qui est un peu surprenant, mais pas tant que ça finalement, si on voit ça sur un temps long, c'est que Paris est à nouveau redevenue une capitale artistique et une capitale aussi du marché de l'art. Puisque bien sûr historiquement Paris a une place prépondérante, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un éclatement après du marché. Et là, Paris tire très bien son épingle du jeu. Comment on explique ça ? Vous avez une explication ? Parce que je pense que justement le poids de Paris dans l'histoire de l'art, dans le marché de l'art est extrêmement important. Et je pense qu'en cas de crise, c'est ces bases solides qui ressurgissent et qui fait que les gens se fient vraiment sur des valeurs sûres. Et je pense que Paris est une valeur sûre. C'est une ville cosmopolite, c'est une ville artistique, c'est une ville qui a de très grands musées, de grandes institutions. Et bien sûr, le marché de l'art s'inscrit dans cet écosystème. Il n'est pas isolé. La force de l'écosystème, on va en reparler aussi. Parce qu'il y a eu Art Paris, il y a eu la FIAC, Paris Photo, et puis ACA, cette foire ou cette exposition, je vous laisse la présenter. Also known as Africa, c'est une dédiée à l'art contemporain africain. Absolument. Donc c'est une foire qui a été créée par une très jeune et brillante entrepreneuse, Victoria Mann, par passion, en 2016, et qui prend vraiment de plus en plus d'importance et de légitimité. J'ai pu constater, c'était ma deuxième participation, puisque la première fois j'avais fait un solo show d'un artiste ivoirien, Gopal Danyogo. Là j'ai présenté des artistes femmes, et je tiens aussi beaucoup à cet aspect de féminisation du marché de l'art et d'orienter les collectionneurs aussi sur ces femmes artistes extrêmement talentueuses. Et donc on a fait de très belles ventes, donc ça c'est vraiment intéressant, aussi bien physiquement que virtuellement, puisque j'allais dire, les effets quand même plutôt intéressants pour le marché du Covid, c'est qu'on a développé beaucoup les ventes virtuelles jusqu'à présent. L'hybridation s'est aussi propagée dans ce totalement. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'à la fois moi-même, mes confrères et consoeurs et les collectionneurs et collectionneuses étaient très frileux par rapport à cet aspect-là et avaient vraiment besoin de se confronter physiquement à des œuvres d'art, ce que je comprends, et ce qui ressurgit, et c'est pour ça qu'il y a un tel dynamisme et un tel désir d'achat. Et en même temps, pour tout simplement les gens qui sont éloignés, qui ne peuvent pas venir à Paris, ils sont quand même nombreux, ils peuvent aussi avoir la possibilité d'acheter, de voir ce qui se passe physiquement, et en même temps d'acheter à distance. Donc, l'omnicanal. Et d'ailleurs, ça s'était développé aussi avec les ventes aux enchères à une époque, mais maintenant vous dites ça arrive aussi dans le monde des foires et des galeries. Absolument. Là, systématiquement, les foires sont doublées elles ont une sorte de, comme vous dites, il y a une hybridation. Elles se transportent un peu partout dans le monde, dans les salons des collectionneurs, et je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Nous, ça nous a poussé parce qu'on n'était
était peut-être un petit peu en retard là-dessus, vers la technologie, et là, c'est vrai qu'au départ, c'était pas très concluant, les stands virtuels, mais là, il y a vraiment un effort qui a été fait vraiment à ce niveau-là. Et puis, en effet, il y a question d'acclimatation pour le public. Et maintenant, après 1 an et demi de Covid, ça passe un peu plus dans les mœurs. Alors, il y a un autre facteur. Ça ne fait plus peur, en fait, d'acheter en ligne. Absolument. Il y a un autre facteur aussi qu'on observe, c'est l'inflation des prix du marché de l'art. Il y a eu des ventes records encore aux États-Unis avec un Kai Bot, un Frida Kahlo. Enfin bon, on est un soulage plusieurs millions, voire dizaines de millions. Ça aussi, c'est un effet de la crise, c'est-à-dire que les gens ont besoin de l'art, valeur refuge. C'est une valeur refuge, l'art, bien sûr. Ouais. Parce que si vous voulez, c'est un achat qui n'est pas risqué dans la mesure justement où maintenant le marché de l'art est très structuré. Il y a des professionnels qui sont là pour informer, pour structurer les choses. Et donc un collectionneur averti, s'adressant à telle galerie, c'est qu'il investit bien son argent et que forcément, notamment je pense à l'art contemporain africain qui, comme vous le disiez, en plein essor, c'est une valeur sûre, c'est une valeur refuge. Ça, c'est une tendance émergente. Alors une valeur refuge est encore abordable parce que Soulage, c'est un petit peu plus hors de portée, en tout cas pour les bourses classiques. Les prix sont encore très raisonnables pour des artistes qui ont un parcours déjà, une expérience, qui sont déjà dans de très bonnes collections, aussi bien en Occident que dans d'autres pays du monde. Donc c'est un placement intéressant. Mais c'est ça qui tient le marché de l'art, c'est les collectionneurs. Finalement, c'est finalement ce terme de marché qui peut sembler antinomique. Beaucoup de gens imaginent que c'est l'art pour l'art et en fait, non, ça peut être l'art pour l'argent. Ah bah bien sûr, le marché de l'art, et notamment le marché de l'art africain n'y échappe pas. Surtout quand c'est un peu une sorte de passage obligé pour tout nouveau marché. Il y a aussi un peu des dérives, il y a aussi un peu mais je pense que c'est quelque chose qui va se réguler. C'est une étape nécessaire. Mais vous parliez du rôle des collectionneurs, effectivement, il est très important. Il est même déterminant. J'ai un ami collectionneur qui a écrit un livre là-dessus que je vous conseille, Arti, où il parle de toutes ces dérives d'une façon un peu comme un polar. Ça montre parfaitement ça reste un marché un peu comme la bourse, avec ses délits d'initiés, ses OPA, ses coûts. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des dérives possibles du marché de l'art africain, mais j'ai envie de dire c'est pas une exception. C'est inhérent au marché de l'art en général. Absolument, c'est inhérent. Et de l'art contemporain en particulier. Tout à fait. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette aventure. Comment devient-on galeriste quand on ne vient pas de cet univers avec votre aventure ? Comment est-ce qu'on décide un jour d'ouvrir une galerie ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, dans mon cas, je n'avais pas ce modèle en tête. Comme vous l'avez souligné, je viens du secteur public. On peut rappeler peut-être en quelques mots ce que vous faisiez dans le public ? Oui, bien sûr. J'ai dirigé 2 établissements publics, un pour la ville de Paris, l'Institut des cultures d'Islam, que j'ai fondé à l'invitation de Bertrand Delanoë et dirigé pendant 8 ans. Et donc, on est déjà proche quand même dans des sujets assez proches. Et puis après, je suis partie en Égypte pour diriger l'Institut français d'Alexandrie. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari, qui est donc un danseur et un chorégraphe ivoirien, qui m'a fait connaître, j'étais plus tournée vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, donc j'ai découvert grâce à lui l'Afrique subsaharienne. Et en faisant des allers-retours entre Paris, l'Égypte, Abidjan, j'ai découvert une scène artistique extrêmement dynamique, extrêmement intéressante, mais encore assez peu accompagnée par des galeries, quelques galeries excellentes, mais qui ne sont pas assez nombreuses pour vraiment faire en sorte que la scène abidjanaise soit connue et soit portée dans le reste du monde. Il y a eu une accélération ces dernières années, ces derniers temps ? Ah bah complètement, oui. Là, depuis que je suis arrivée à Abidjan, on est de plus en plus nombreux. Donc voilà, moi, j'avais pas prévu d'ouvrir une galerie, mais j'étais un peu portée par mes rencontres, par les artistes avec lesquels je travaillais déjà d'une autre façon, qui avaient besoin d'être accompagnés, parce que c'est vrai que c'est un monde quand même un petit peu complexe, avec des écueils à éviter, avec des fausses bonnes idées. Donc c'est important. Le rôle du galeriste est vraiment très important. Il faut avoir la confiance de ces artistes. Comment est-ce qu'on crée ce lien ? C'est un lien c'est pour ça que moi j'ai été un petit peu... ça m'a permis d'aller assez rapidement au début, parce que ma galerie n'a que 2 ans. Je l'ai ouverte en septembre 2019.
Ça permet d'aller plus vite parce que je connaissais déjà la plupart des artistes. C'est pas des gens, ça m'est jamais arrivé, si vous voulez, de contacter un artiste comme ça que je ne connaissais pas. C'est forcément des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé d'une manière ou d'une autre ou avec lesquels j'étais déjà en contact pour des expositions, pour d'autres activités. Et donc le rapport de confiance est vraiment important parce qu'il y a encore beaucoup de trahison, de coups bas. Enfin voilà, c'est un milieu quand même où il y a beaucoup aussi d'affect. Donc voilà, c'est un milieu qui est complexe. Et pour s'y retrouver, je pense qu'il faut vraiment établir sur le long terme des relations de confiance, aussi bien du côté de l'artiste que du côté du collectionneur. Ça va dans les deux sens. Parce que parfois, il n'y a pas beaucoup de transparence sur les prix, sur la commission du galeriste. Enfin voilà, il faut bien sûr clarifier tout ça. Faire de la pédagogie. Vous avez combien de poulains dans votre galerie? Là, je m'occupe d'une dizaine d'artistes qui sont basés soit en Afrique, soit qui font partie des diasporas. Et là, je me tourne de plus en plus aussi vers, comme je vous le disais, vers le Moyen-Orient, parce que je trouve ça intéressant aussi de faire ces liens sud-sud. Et surtout, là, j'ai l'occasion parce que je continue à mener des actions comme de commissariat, de conseils artistiques, beaucoup dans les Émirats, notamment en ce moment avec l'exposition universelle. Donc j'ai l'occasion de développer une activité qui me fait penser qu'il y a un marché en fait pour les artistes africains aussi au Moyen-Orient. Et il y a un intérêt pour l'art. Il y a des institutions, il y a tout cet écosystème nécessaire au développement du marché qui fait que j'ai envie aussi de développer cette activité en dehors de l'Afrique. Est-ce qu'il vous arrive de refuser des artistes parce que vous n'y croyez pas, ou vous dites non, c'est pas possible, enfin, vous devez faire un tri, c'est aussi ça votre métier? Ah oui, absolument, c'est vrai que je reçois énormément de demandes, ce qui me fait très plaisir, mais c'est vrai que je peux pas, j'ai vraiment besoin de réunir les moyens pour accompagner sérieusement un artiste. Pas forcément que la proposition n'est pas bonne, c'est que comme il n'y a pas forcément cette historique entre nous, quand il n'y a pas, quand j'ai pas vu, quand il n'y a pas eu cette rencontre, je ne peux pas choisir comme ça parce qu'on va m'envoyer un mail avec un portfolio. J'ai besoin de plus que ça, en fait. Et c'est quoi le métier? Ça peut venir. C'est pas parce que je refuse un artiste à un temps donné que 2 ans plus tard, je ne vais pas le revenir vers lui. Et c'est quoi le métier de galeriste, alors, concrètement, au quotidien? Comment ça se passe? Parce que, on voit tous à quoi ça peut ressembler une galerie, mais ça implique quoi derrière? Oui, justement, je pense qu'il y a parfois... C'est une très bonne question, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance du métier. On a l'impression parfois qu'il faut un espace, et puis c'est un peu comme un dépôt-vente. Oui, et puis, voilà, on affiche les tableaux au mur, et puis on attend le client. Pas du tout. Moi, par exemple, j'ai commencé par le contenu avant le contenant. J'ai commencé vraiment à développer ma présence dans des foires, dans des biennales, des expositions, avant d'avoir un lieu à proprement parler. Parce que, en fait, quand on est galeriste, on est aussi à la fois un peu agent d'artiste, parce que c'est très important pour un artiste non seulement de vendre son travail pour pouvoir en vivre, mais c'est important aussi d'être montré dans de belles expositions, de faire partie de belles collections. Le storytelling, on pourrait dire en bon français, voilà, c'est l'art de absolument, raconter vous avez tout à fait raison, une histoire. Cher Thomas, c'est très important de raconter une histoire, de faire rêver les gens, et on s'en rend compte d'autant plus, je trouve, après cette période qu'on a traversée, on a besoin de s'entourer de beau, on a besoin de l'art. L'art, moi, véritablement me met en joie. Par exemple, vous voyez, quand je participe à une foire et que j'ai un stand pendant 4 jours, être entouré de ces œuvres, même si ces moments de foire, c'est un moment très fatigant, moi, ça me donne énormément d'énergie parce que cette beauté vraiment nous porte. Et je pense que c'est la même chose, c'est cette énergie et cet amour-là aussi qu'on transmet aux collectionneurs. Et l'artiste lui-même n'est pas forcément le mieux positionné pour ça, parce que c'est... Alors on voit quelques-unes. Là, c'est une photographie qui me tient à cœur. C'est une photographie de Manuel Braun, qui a été le premier photographe invité en résidence en Côte d'Ivoire, dans l'espace que nous avons créé. Et cette photographie, justement, moi je suis très dans la pluridisciplinarité. Je trouve que c'est très important. Ça nourrit aussi l'art contemporain de s'inspirer d'autres disciplines, là, en l'occurrence la danse. Là, ce sont des petites danseuses du quartier d'Abobo, qui est un quartier extrêmement populaire. Donc c'est des enfants qui étaient à la rue. Donc Jean-Paul Méancio, mon partenaire qui est chorégraphe, les coach.
Et Manuel Braun, en voyant ce projet, a été vraiment extrêmement bouleversé. Donc il a immortalisé ces petites danseuses d'Abobo et qui se sont retrouvées à Milan, à la Foire internationale de Milan le mois dernier, et voilà, nominées pour le prix BNP Paribas de la photographie. Et je suis très heureuse parce que ça nous permet, ça c'est aussi quelque chose d'important pour moi, en fait les ventes de ces œuvres, enfin en l'occurrence de cette série, une partie est reversée à l'association qui s'occupe de ces enfants des rues à Abobo. Donc il y a aussi un côté quand même aussi qui revient à l'Afrique en fait, si vous voulez. Ça, c'est votre galerie? Voilà, donc ça c'est le lieu. C'est pas que. En fait, c'est une galerie qui est en construction. C'est vraiment un work in progress à l'heure actuelle. Elle sera terminée en fin d'année prochaine. Et là, en fait, il y a aussi, dans l'espace que vous voyez, on propose, justement, avant d'avoir cette galerie avec des white cubes vraiment dédiés à la vente, on a voulu ouvrir l'espace et profiter de cet espace donc, qui est situé dans une cocoterie, le rendre public, accessible à tout le monde. Et donc, on propose des photographies dans l'espace à ciel ouvert. C'est aussi une façon d'étendre la galerie, de multiplier ses possibilités d'exposition. Alors, je reviens un peu à mon introduction. Est-ce que c'est facile de s'improviser galeriste, de passer dans le privé? Il y a plein de gens qui le font, hein. On ne va pas non plus en faire une montagne, mais quand même, c'est un univers mental qui est un peu différent. Comment est-ce que c'est passé pour vous? Absolument. En fait, je ne parlerai pas de rupture, très honnêtement. Je parlerai plutôt d'une continuité. Tout ce que j'ai appris dans le secteur public me sert beaucoup. Et notamment, justement, à être patient, à ne pas essayer de gagner de l'argent très vite. Ce n'est pas forcément mon objectif. Effectivement, il y a énormément de structures qui se voient un peu comme des galeries, mais qui n'ont aucun background en histoire de l'art ou dans le domaine de l'art, ou qui ne connaissent pas l'artiste, qui ont un peu d'argent, qui l'investissent. Je pense que ça peut pas trop marcher sur le long terme, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on peut pas s'improviser galeriste, justement. Il faut s'enraciner dans... Il faut vraiment avoir cet amour de l'art, ces relations humaines aussi bien. Il faut aimer les gens, en fait, je pense, c'est très important. Aussi bien, encore une fois, les artistes que les collectionneurs. Pour moi, je crée vraiment des liens forts avec les artistes, évidemment, mais aussi avec les collectionneurs. J'ai vraiment envie de les conseiller. J'ai envie qu'ils soient heureux des œuvres. Je ne vais jamais vendre à un collectionneur une œuvre dont je ne suis pas convaincue. C'est impossible. D'ailleurs, je n'y arriverai pas. Et puis, en plus, ce n'est pas une bonne idée, même pour mon propre business, parce qu'après, ça ne crée pas de confiance. Ouais. Je n'ai jamais eu de retour de collectionneurs qui n'étaient pas satisfaits à la fois de l'état de l'œuvre, parce qu'il faut aussi, bien sûr, en prendre soin. Donc il y a un aspect matériel, et après, sur tous les autres aspects, voilà, ils vivent très bien avec leur œuvre, voire après, s'ils veulent en faire un investissement, ils voient que les artistes que j'accompagne montent. Ça, c'est une question qu'il faut se poser en tant que collectionneur. C'est dans une logique d'investissement ou ça peut être juste par amour du beau? Est-ce que c'est le critère? Ou est-ce que les deux peuvent fonctionner? C'est-à-dire que moi, je respecte les deux. Je n'ai pas de jugement là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'œuvre, elle va chez un collectionneur, libre à lui, bien sûr, d'en faire ce qu'il veut. Je le respecte totalement. Bien sûr, moi, je conseille plutôt de garder, parce que c'est une sorte de patrimoine, en fait, cette œuvre d'art. Je fais toujours un peu la comparaison avec une voiture. Si on achète une voiture, après, il faut l'entretenir, c'est très coûteux. Après, elle se décode très vite. Alors qu'une œuvre d'art, c'est un vrai patrimoine qui prend de la valeur, qui ne nécessite pas un entretien incroyable. Ça dépend après, bien sûr, des médiums. Mais je les encourage quand même plutôt à les garder, à les transmettre à leurs enfants. Ça fait vraiment partie aussi d'une histoire familiale. Ouais. Voilà, mais effectivement, après, en cas de coup dur, après, c'est tout à fait possible. Ou ça peut arriver aussi d'avoir un coup de cœur encore plus fort pour une autre œuvre et de devoir en vendre une pour en acheter une autre. Faire vivre la collection. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est une collection, elle vit, elle évolue. Et ça, je garde évidemment le contact avec les collectionneurs pour continuer à les conseiller par rapport à ça. Et vous-même, vous collectionnez? Oui, alors encore une fois, là, je fonctionne aussi par coup de cœur. La première œuvre d'art à proprement parler que j'ai achetée, c'était chez un artiste avec lequel je travaille ponctuellement, qui s'appelle Jean Servet-Saumian, pour citer quelques noms, qui est un très grand designer ivoirien. D'ailleurs, il fait aussi des bijoux colliers. Comme ça. Tout est en bois, et notamment, il travaille beaucoup le bois de cocotier. Ce que je trouve intéressant, parce que notre galerie étant située elle-même dans une cocoterie, j'aime qu'il y ait bien sûr un lien fort avec l'environnement. On essaye aussi vraiment d'être
voilà, une économie propre et de travailler de façon à la fois à respecter l'environnement de la Côte d'Ivoire qui est si beau et bien sûr de respecter aussi le travail des artisans et des artistes qui travaillent avec ces artisans. Donc ça, c'est très important. Et voilà, donc, et maintenant je collectionne bien sûr mes propres artistes parce que je crois beaucoup en eux. Ouais. Et je commence aussi à aller acheter chez d'autres collègues parce que je trouve ça important aussi d'être dans une entraide entre collègues dans un secteur qui est très concurrentiel. Et d'échanger en fait. Et d'échanger, exactement. De confronter les points de vue. Est-ce que cette émergence de la scène de l'art contemporain en Afrique, c'est aussi le signe d'un, je vais dire un gros mot, mais d'un embourgeoisement du continent? C'est-à-dire que finalement, l'art, c'est quelque chose qui est assez haut dans la pyramide de Maslow. Donc finalement, ça prouve que l'Afrique franchit une nouvelle étape. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que l'embourgeoisement? Est-ce que c'est une notion qui a le même sens en Occident que dans d'autres régions du monde? Moi, je dirais surtout que c'est... Alors pour moi, c'est extrêmement important. Je travaille beaucoup aussi à essayer de convaincre de jeunes collectionneurs qui commencent justement, je ne sais pas si c'est un embourgeoisement, mais en tout cas qui commencent à avoir un certain pouvoir d'achat, à pouvoir investir. Alors bien sûr, en Afrique, on investit beaucoup dans la terre, comme vous devez le savoir, mais je leur montre à quel point c'est aussi intéressant d'acheter de l'art. Et je pense que c'est surtout, je ne sais pas si c'est un embourgeoisement, mais c'est en tout cas l'idée de diversifier c'est bien, et de montrer que c'est toujours pareil. L'Afrique regarde aussi beaucoup l'Occident, beaucoup les autres pays. Il y a un effet prescripteur encore de l'Occident, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut que les Occidentaux commencent à acheter de l'art africain pour que les collectionneurs africains eux-mêmes arrêtent d'essayer d'acheter ou d'acheter des artistes occidentaux. En eux-mêmes. Mais voilà, et ça, moi, c'est vraiment, si vous voulez, dans mon travail, c'est une partie vraiment importante. C'est bien sûr, de faire rayonner l'art africain dans d'autres régions du monde, là où il y a aussi beaucoup déjà d'intérêt. Et ça permet, en Afrique, de voir que l'Afrique a une très grande valeur, y compris artistique, et d'encourager les collectionneurs en Afrique. Je suis toujours très très heureuse quand je vends des œuvres de mes artistes à des collectionneurs africains. C'est vraiment très important, et pour mes artistes aussi c'est très important. Là récemment j'ai fait une très belle vente, plusieurs même, d'une jeune artiste en plein... Je ne sais pas si on va la voir à l'écran peut-être tout à l'heure. On l'a vu passer en fait, la jeune artiste à son bureau. Voilà, Johanna Mirabel, une artiste qui est sortie récemment de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui a vécu en Guyane, donc elle est afro-descendante. Non, c'est pas celle-là. Elle aussi, Olga Yameogo, c'est une artiste burkinabé qui a eu un très grand succès à Aka. Aniko, qui est une artiste sud-africaine. Vous voyez, c'est vraiment que des femmes, parce que je crois beaucoup en... Johanna Mirabel, ça c'est justement cette œuvre-là précisément. Elle est partie dans une très belle collection à Madagascar, et ça c'était vraiment une grande satisfaction à la fois pour l'artiste et pour notre galerie. Bon Véronique, il nous reste quelques minutes. On va s'intéresser maintenant à vous d'un point de vue plus personnel. Qu'est-ce que vous retirez de cette aventure ? Alors finalement, ce changement de vie, parce que vous vous êtes installé dans un autre pays, vous avez ouvert cette galerie, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce qu'il y a une leçon qui émerge de cette nouvelle vie? Oui, je pense que je suis en tout cas, puisque vous me sollicitez à titre personnel, je dirais que je suis quand même une femme à la fois très indépendante et très libre. Et c'est vrai que je trouve ça très épanouissant d'être dans ce secteur de l'entrepreneuriat, parce que j'ai une grande liberté. Et ça, c'est quelque chose qui convient bien à ma personnalité, je pense. Et comme je vous disais, j'ai beaucoup appris dans le secteur public, mais c'est quand même un monde qui est assez... régenté, oui, encadré. Régenté, encadré, il est très hiérarchisé. Moi, je suis quelqu'un aussi qui fonctionne beaucoup dans le collectif. Par exemple, j'ai une assistante que je sollicite énormément, qui j'ai vraiment confiance. Mes artistes aussi, les décisions sont assez collégiales. Mais voilà, j'aime cet équilibre entre collégialité et liberté. Et liberté aussi de mouvement. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Comme je vous disais, je suis aussi très impliquée dans des projets au Moyen-Orient. Et voilà, cette circulation, elle est très importante pour moi, et l'entrepreneuriat me le permet vraiment. Est-ce que vous avez déjà des projets en tête, de futurs projets, en plus de ceux que vous portez actuellement ? Oui, j'aimerais vraiment développer ces liens sud-sud à travers l'entrepreneuriat et à travers la galerie.
donc avoir peut-être plusieurs endroits, endroits, plusieurs espaces, d'une manière ou d'une autre. Comme je vous dis, j'aime beaucoup les collaborations avec d'autres galeries, donc je vois plus le modèle comme ça pour le moment. De faire des projets. Là, j'en ai d'ailleurs en cours. J'ai une artiste aussi que j'accompagne, qui est une grande dame de l'art contemporain africain du Nord, mais qui se revendique vraiment africaine, c'est Najia Mehadji. Je vais présenter une exposition rétrospective de son œuvre à Dubaï prochainement, dans le quartier Al-Serkal, le quartier des galeries de Dubaï. Et donc là, je suis très contente de multiplier ces projets un petit peu aux quatre coins du monde. D'hybridation, encore une fois. Voilà, donc c'est-à-dire avoir un ancrage très fort en Afrique et en même temps une ouverture très large et la plus large possible, que ça soit même, je sais pas, Hong Kong, que je vous disais Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite aussi, qui est un endroit qui m'intéresse beaucoup, qui est, à mon avis, un secteur d'avenir aussi pour l'art. Et puis les États-Unis, l'Amérique du Sud, enfin, voilà, j'ai vraiment envie d'être dans cette hybridation-là. Le monde est votre jardin. Merci en tout cas Véronique d'avoir partagé avec nous cette aventure. Longue vie à cette galerie et puis aux artistes que vous accompagnez. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.